Je vous remercie. Donc, je pense que nous n'avons pas mentionné Thierry Grumeau, qui, en lieu et place de Jalal Benayoun, qui nous a été shippé par la CNUSED. Donc, il n'a pas la même vision, mais son point de vue sera très très intéressant en regard de ce que nous devons traiter dans ce panel. Donc, si on peut me présenter, voilà, c'est très bien. Je vais quand même dire un mot au sujet de l'AFNET que je présente. C'est une association sans but lucratif qui intervient pour diverses organisations françaises, en particulier l'industrie 4.0, l'Alliance pour l'industrie 4.0, et également nous rendons compte de nos activités tous les ans au MEDEF. À cela, il faut ajouter quels sont nos membres. Nous avons deux catégories de membres. Nous avons de grandes entreprises du numérique, mais aussi des entreprises de taille moyenne, mais toutes très performantes et dans le domaine du partage d'informations, et qui est véritablement l'objet de notre panel. Alors l'autre catégorie de membres, ce sont toutes les filières industrielles françaises, et toutes ces filières industrielles françaises ont bien entendu un problème de gestion des chaînes d'approvisionnement, qui sont transfrontières. Alors, ces chaînes d'approvisionnement transfrontières, elles sont représentées sur la partie basse de cette diapositive, où effectivement nous voyons tous les acteurs qui sont à ce niveau-là. Ce sont les petits hexagones jaunes et bleus. Et puis nous avons également, ce qui est représenté ici, ce sont les différents modes de transport, ce sont tous les prestataires de services aux entreprises pour les activités de transitaire, de dédouanement. Et puis nous avons, à l'autre extrémité, nous avons les clients et de l'autre côté le fournisseur. Alors c'est cela qu'il faut numériser de bout en bout, et cette présentation, nous la retrouvons avec récurrence de la part d'un certain nombre d'intervenants dans la gestion de ces processus d'information. Alors quels sont ces intervenants ? Il y a bien entendu d'abord les autorités régaliennes qui interviennent pour le dédouanement, mais qui interviennent également pour qu'un certain nombre d'autres obligations soient satisfaites, telles que les certificats de conformité, les certificats phytosanitaires et ainsi de suite. Nous avons également, autre catégorie d'intervenants, nous avons les grands ports, et là il y a un consortium qui a été formé par des ports tels que Hambourg, Anvers, Busan, Shanghai, Hong Kong et ainsi de suite, Los Angeles. Ils ont une vue qui est la leur. Il y a également un consortium qui a été formé par les ports de la zone Asie-Pacifique, il s'appelle APMEN, et donc c'est la vue qu'ont les ports de cette chaîne d'approvisionnement-ci. Ensuite, deuxièmement, vous avez la vue de ceux qui ont développé ce qu'on appelle les Port Community Systems. Et ces Port Community Systems, j'ai coutume de dire que ce sont les systèmes utilisés par les usagers des ports. Donc, le problème qui se trouve posé, c'est que ces Port Community Systems sont à géométrie variable. Certains d'entre eux ont une emprise relativement limitée, d'autres ont des compétences plus élargies. De toute façon, ils ont une vue qui n'est pas exactement la même que celle des transporteurs maritimes. Ensuite, nous avons également les banques qui, très très récemment, ont décidé d'utiliser certains documents comme le connaissement électronique pour développer la gestion du crédit documentaire. Et là, nous avons deux groupes qui ont été formés. Le premier groupe est formé par une dizaine de banques françaises
allemandes, espagnoles, italiennes utilisent le connaissement électronique et ils développent des contrats intelligents en utilisant la technologie blockchain. Il y a un deuxième consortium de banques qui a été formé par une dizaine de banques asiatiques. Et le consortium de banques asiatiques ainsi que le consortium de banques européennes ont décidé d'avoir des vues identiques, de telle sorte qu'ils soient en situation de pouvoir se passer les informations l'un l'autre et que par conséquent il n'y ait pas de vues différentes, les mêmes normes, les mêmes spécifications, bref, l'interopérabilité. Donc, grosso modo, le problème qu'il y aura dans les années à venir, c'est de réconcilier ces différents points de vue pour qu'ils n'en forment qu'un seul et que par conséquent, il y a une continuité, même s'il y a différents acteurs pourvoyeurs d'informations. Alors, on ne va pas traiter la totalité du sujet, nous allons l'attaquer avec un angle privilégié. D'abord, ce qui est très important, c'est un problème de solidarité. Solidarité en particulier avec les pays enclavés, ici représentés par Mohamed Diawara. On imagine bien que les 7 pays enclavés en Afrique, les 4 ou 5 pays enclavés en Asie et les 2 pays enclavés en Amérique du Sud, si ils ont affaire à des systèmes hétéroclites selon les pays grâce auxquels leurs marchandises ont accès à la mer, effectivement, ça leur causera une difficulté. Donc, c'est un point de vue que l'on va privilégier. Deuxièmement, on va privilégier également le transport par conteneur intelligent. Et là, nous avons quelque chose qui s'est imposé. C'est le travail de la société Traxens, qui au départ était pour une compagnie maritime, puis 2. Et puis, j'ai parlé de l'alliance qui a été faite entre toutes ces compagnies maritimes pour avoir les mêmes standards. Eh bien, elles ont décidé d'avoir la même approche en matière de conteneurs intelligents. Voilà. Ensuite, des choses intelligentes, il y en a également avec les banques. Ce sont des contrats intelligents, donc j'en ai parlé. Donc l'intelligence est au cœur de notre activité. Et puis le dernier point à privilégier, c'est, pour un pays enclavé, c'est le transit, le transport routier international. Il y a une convention transport routier international. Et puis elle a une implémentation particulière en Afrique de l'Ouest. Voilà les sujets que nous allons traiter et je vais commencer en donnant la parole à Isidore Biya, qui est le président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, en n'oubliant pas de rendre hommage à celui qui a passé le relais, à savoir Ibrahima Diane, qui a été le fondateur de cette Alliance pour le commerce électronique. Isidore, s'il vous plaît, merci. Bien, merci. Je m'associe à cet hommage à mon prédécesseur et ami. Je pense que le travail que nous avons engagé au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique se poursuit, s'amplifie et aujourd'hui atteint un certain niveau de crédibilité qui fait que nous pensons que l'Alliance est effectivement un point focal pour toutes les problématiques concernant la digitalisation dans le secteur qui est le nôtre également, parce que je pense que tout à l'heure, un intervenant qui nous a précédé a dit que c'était un problème majeur. Je pense que nous sommes également conscients que c'était effectivement un problème majeur. Alors, l'Alliance africaine pour le commerce électronique est un regroupement des guichets uniques qui sont opérationnels ou qui sont en voie de l'être. Nous sommes aujourd'hui à peu près 19 membres, 19 pays qui sont représentés au sein de l'Alliance. Et nos objectifs sont très simples, c'est de nous retrouver régulièrement, échanger nos expériences respectives, mais également promouvoir le concept de guichet unique en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui le savent, les accords de facilitation des échanges recommandent vivement la mise en place des guichets uniques en Afrique. Alors, je crois que les guichets uniques sont particulièrement concernés dès qu'on parle de supply chain, parce que nous sommes le facilitateur du commerce transfrontalier. Et c'est donc dans ce cadre que les guichets uniques interviennent pour mettre en place, aujourd'hui c'est le cas dans plusieurs pays, peut-être que nous reviendrons si les participants souhaitent avoir des détails là-dessus. Nous mettons en place aujourd'hui des solutions qui permettent aux opérateurs de commerce extérieur effectivement d'avoir toutes les facilitations nécessaires pour l'acheminement de leurs marchandises, pour le déroulement des opérations de commerce extérieur.
Nous savons qu'en Afrique, le problème a souvent été présenté de manière quelquefois caricaturale. Mais grâce à la transformation numérique, nous pensons qu'il y a là, effectivement, une possibilité ou alors une occasion, une opportunité de mettre en place ces solutions qui vont faciliter ces opérations. Je pense qu'il y va du développement même de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'un investisseur s'intéresse beaucoup à ces problèmes. Quels sont les problèmes liés à la facilitation pour sécuriser ces investissements? Donc je pense que c'est un problème qui est vraiment, véritablement d'actualité et auquel, au niveau de l'Alliance, nous essayons, en changeant nos expériences, en réfléchissant, en mettant nos ressources même pour réaliser un certain nombre de choses. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure parce qu'au niveau de l'Alliance, nous avons pu réaliser un certain nombre de projets, notamment l'échange de documents électroniques entre différents pays. Et nous pensons que ce sont là des choses concrètes, lorsqu'on parle de transformation numérique, qui sont visibles aujourd'hui et sur lesquelles nous allons poursuivre, nous allons continuer à travailler. Nous avons également d'autres projets au niveau de la disponibilité même de l'information, parce que je crois que l'information est primordiale quand on effectue ces opérations. Et grâce à l'appui notamment de la Banque africaine de développement, nous travaillons sur la mise en place d'un portail d'information commerciale à l'échelle continentale. Nous travaillons également sur la mise en place d'une plateforme d'échange de données sur le plan continental. Voilà, je pense très rapidement ce que je peux peut-être dire en introduction, en ajoutant que ma deuxième casquette, qui est effectivement celle de directeur général du guichet unique des opérations du Cameroun, je suis opérateur, nous opérationnalisons un guichet unique et effectivement tout ce qui peut permettre, et je l'ai dit dans le cadre de l'Alliance, tout ce qui peut permettre cette facilitation numérique aujourd'hui nous concerne au premier plan. Voilà, en guise d'introduction, je reviendrai bien entendu sur d'autres sujets si vous le souhaitez tout à l'heure. Je vous remercie. Parmi le mode de transport qui a été le premier à partir sur ces sujets-là, il l'a fait en 2006, c'est l'IATA. De 2006 à 2013, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans un contexte de gouvernance extrêmement rigoureux. Ça a mis longtemps, mais depuis 6 ans, c'est en déploiement. Et donc je vais demander à M. Henk Mulder de nous dire, d'une part, où est-ce qu'ils en sont et quelles sont les perspectives d'avenir. Merci, oui, effectivement, nous, ça fait plus que 10 ans qu'on travaille sur cette fret électronique. Je me souviens, en 2005, on a fait un premier mémo là-dessus. Et dans le premier mémo, on pensait que ça allait prendre 3 ans pour rendre tous les documents électroniques. On s'est rendu compte après 3 ans qu'en faire une seule, ça c'est déjà pas mal. Donc, on a travaillé sur le ELTA, donc l'e-Airway et ça a mis beaucoup de temps pour être utilisé. Donc aujourd'hui, à l'heure où on en est, il y a une utilisation d'à peu près 56%, 57% dans le monde entier. C'est une réussite, sans doute, mais ça ne suffit pas. Et là, on parle d'un seul document. Alors, il y a beaucoup de problèmes avec la digitalisation des documents. C'est une chaîne, on a un expéditeur qui va jusqu'à un destinataire et il y a beaucoup de maillons entre les deux. Et il suffit qu'il y en a un qui ne marche pas et l'information s'arrête. En plus, comme c'est une façon de travailler où un parti donne un document à un autre, même électronique, souvent les données ils sont copiées. Ils sont retapés à la main ou bien copiés dans le système. Bon, du coup, il y a des problèmes, il y a des erreurs. Alors, l'avancement elle est très lent pour ces raisons-là. Et on le comprend maintenant. En même temps, l'avancement il est là. Donc on a passé d'une technologie qui a été inventée dans les années 1970, le EDI, le EDI, c'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui, donc c'est une technologie qui date de 50 ans, qui n'était pas conçue du tout pour faire ce qu'on fait avec. Alors on a avancé là-dessus, on a démarré un projet sur les XML, c'est une standard de données qui est un peu plus récente. Mais même là, on est encore dans un domaine où on a électronifié les documents, en quelque sorte. Mais ce sont toujours des documents. Alors, au lieu de se passer des bouts de papier, on se passe des documents électroniques. Alors, le problème avec ça, c'est que les vraies données dont on a besoin, ils sont enfermés dans les documents.
Et les sortir, c'est pas évident. Alors là, on a passé sur une troisième génération qui est très promoteur. C'est un nouveau standard qu'on développe aujourd'hui qui s'appelle le One Record, qu'on va sortir début de 2019. Et c'est une approche qui est complètement différente. C'est de se dire, on n'est pas trop intéressé par des documents individuels, on n'est pas trop intéressé par ce processus qui est une chaîne, hein, comme une chaîne de transport et une chaîne documentaire, mais de prendre une vue d'ensemble et de dire qu'il y a One Record. Il y a un vue de toutes les données, de tout le transport de bout à bout. Ça veut dire de expéditeur jusqu'au destinataire avec toutes les parties entre les deux. Alors c'est une approche qui est basée sur des concepts web qui ont été inventés il y a 28 ans. Donc c'est pas nouveau du tout, sauf qu'on ne l'utilise pas. Donc cette idée de partager des données à travers le réseau web où tout le monde a accès, en quelque sorte, quand on y réfléchit, c'est très logique. Qu'on associe ce qu'on appelle une URL à un document ou à un bout d'information. Ça veut dire que je vous donne cette URL et chacun d'entre vous peut accéder aux informations, si vous avez le droit. Il y a encore des droits d'accès, bien sûr. Mais le principe est très simple. Alors nous, on pense qu'à travers cette approche-là, ça veut dire qu'on ne dépend plus des chaînes d'information. S'il y a un maillon qui manque, ce n'est pas grave. On trouvera bien un chemin autour. Et on passe à une façon d'opérer qu'on fait dans la vie privée. Moi, quand je appelle ma fille avec WhatsApp, je ne sais pas où ça passe. J'ai aucune idée. Et je m'en fous. J'ai besoin d'aller au bout et j'ai cette information-là. Si elle veut partager une photo qu'elle prend et met sur Facebook, je peux l'avoir aujourd'hui. Dans le fret, ça ne marche pas du tout comme ça. On est dans cette idée qu'il faut passer un bout d'information à une autre partie, qu'il le passe à un autre, ou bien il ne le passe pas. Après, il y a une institution qui dit non, je ne prends pas, il me faut du papier. C'est des concepts qui sont trop vieux. Alors, le One Record, donc, il va autour de tout ça. Il y a beaucoup d'intérêt par des parties différentes. On travaille avec vraiment de l'expéditeur, les e-commerce, jusqu'au bout, jusqu'au client, avec tout ce qui vient entre les deux. Et les premiers tests, ils sont très promoteurs. On va avoir une transparence totale. Donc, quand il y a un problème avec un fret quelque part, on a accès à ce problème-là. On sait ce qui se passe. On peut prévoir, on peut réagir. Donc ça, c'est une grande partie d'avancement. Comme vous dites, ça nous a mis 13 ans pour venir là. Sans doute, ça va encore prendre 13 ans pour aller au bout, mais ça avance. Alors, comme vous dites, on progresse beaucoup dans l'aérien, mais il n'y a pas que l'aérien. Même l'aérien comprend que ce n'est pas le seul mode de transport et que tout ce qui transporte par l'air, et tôt ou tard, ça passe sur les routes, ou maritime, ou en rivière, ou en rail. Donc on travaille avec les autres modes pour prendre ce principe-là, pour prendre cette idée de partager les données avec les partenaires différents à travers des technologies web sur les autres modes. Et assurer que les standards qui existent dans les autres modes, qu'on peut les intégrer là-dedans. Et s'ils n'existent pas, nous on sait comment faire. Donc on fait des projets avec les autres industries pour essayer de rendre cette partage de données vraiment du chaîne d'approvisionnement complet et sur tous les modes. Donc on en a là aujourd'hui. En réalité, il y a beaucoup de travail derrière. Évidemment, là, il y a un travail de développement. Mais dans ces 13 ans, la quantité de travail qu'on a fait avec les partenaires différents, comme les douanes par exemple, c'est énorme. Nous, on passe beaucoup de temps avec chaque douane. Évidemment, on parle aux douanes comme le WCO, mais aussi les douanes individuelles. Et chaque fois qu'il y a un problème, il y a un douane chinois qui invente un nouveau document, on intervient. Quand les Américains disent qu'il faut donner des données en avance, on intervient tout de suite pour expliquer qu'il y a un problème. Donc on essaie d'anticiper le problème. Et donc il y a un peu un mélange entre la vision qu'on a et qu'on implémente et la réalité sur le champ. Et ça, c'est ça le travail qu'on fait. Et, on avance et on est très content de ça. Et on espère que l'impact est bien reçu et il est là. Voilà. Je vous remercie. Cette expérience est très intéressante parce qu'elle commence à avoir vécu, elle évolue. Cela dit, c'est un mode de transport, mais il y en a d'autres. Le transport maritime s'est soucié d'avoir des vues partagées depuis peu de temps.
les banques ont pensé qu'elles pouvaient profiter des données du transport et de la logistique pour proposer de nouveaux instruments financiers. Tout ça est quand même extrêmement important. Mais d'un autre côté, les autres modes de transport ont des problèmes à régler. Et pour cela, effectivement, il y a certains dispositifs qui fonctionnent avec plusieurs modes de transport. C'est bien entendu aux conteneurs que je fais allusion. Et ces conteneurs, surtout s'ils sont intelligents, peuvent aller sur des bateaux, ils peuvent aller sur des wagons et ils peuvent aller sur du transport routier. Donc je vais passer la parole à Michel Fallat pour qu'il nous explique comment ce conteneur intelligent s'est imposé à ces différents modes de transport et comment il peut aider d'une part à simplifier les processus et d'autre part à faciliter l'intermodalité. Merci Rémi, très content d'être avec vous tous aujourd'hui pour vraiment vous expliquer les solutions de rupture qui commencent déjà à se mettre en place aujourd'hui. Alors le conteneur de fret est un actif qui est multimodal. Par définition, il monte sur tout type de transport. Que ce soit les bateaux, que ce soit les barges, que ce soit le rail, que ce soit les camions, il est manipulé, manutentionné par tout un tas de gens sur les terminaux, les ports, ainsi de suite. Ce conteneur de fret transporte aujourd'hui quasiment 95% du commerce mondial de marchandises manufacturées. Qui dit manufacture, dit coordination globale de la chaîne d'approvisionnement, et vraiment à une échelle mondiale. Or, chaque fois que ce conteneur se déplace, et il se déplace en moyenne, vous en avez 30 millions, il se déplace en moyenne 5 fois par an. Et à chaque déplacement, vous avez environ 40 acteurs qui vont tourner autour d'eux. Et tous ces acteurs ont besoin des informations qui proviendront ou qui proviendraient un jour de ces conteneurs. Que ce soit pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, que ce soit pour savoir s'ils sont montés sur un bateau ou s'ils en sont descendus, que ce soit s'ils ont été stockés pendant trop longtemps quelque part ou ils ne sont toujours pas arrivés dans un port pour être montés sur un bateau ou sur un camion ou autre. Et ou que ce soit pour savoir s'ils ont été transportés dans des bonnes conditions, si les portes n'ont pas été ouvertes, par exemple, entre le moment où on a chargé le conteneur et on l'a déchargé illégalement, que les conditions de température, que les conditions d'humidité, que les chocs, que tout ça ait été respecté. Donc, Traxens aujourd'hui a développé, en partenariat avec les plus grands armateurs du monde, un système destiné à devenir le standard. Et les armateurs aujourd'hui, si vous regardez un petit peu dans l'actualité, vous allez voir que les 5 plus grands armateurs du monde, Maersk, MSC, CMA CGM, One, le japonais, et Hapag-Lloyd, ont décidé de créer ensemble une association pour désormais commencer à manager la digitalisation de ce fret multimodal à l'échelle globale. Donc aujourd'hui, enfin ou très rapidement, vous allez disposer, ou il suffira à n'importe quel chargeur de commander et de demander que sa cargaison soit transportée dans un conteneur intelligent. Ça va lui faire une énorme économie. Cette économie sera tellement substantielle que ça sera inévitable de transporter ces cargaisons dans des conteneurs intelligents. Deuxièmement, ces conteneurs intelligents parlent à une plateforme. Cette plateforme elle-même est connectée à tous ces acteurs étant à la fois des transporteurs, étant des manutentionnaires, étant des douaniers, étant des assureurs, étant des banquiers, et tous ont, chacun en fonction de ses responsabilités, besoin d'une information qui provient de ces conteneurs à chaque voyage. Et donc le fait de mettre à leur disposition une plateforme unique qui
se positionne comme un data pipeline dans lequel on rentre de l'information d'un côté et de l'autre côté, on récupère l'information dont on a besoin. Eh bien, c'est ce que nous sommes capables aujourd'hui de mettre à la disposition de l'écosystème. Nous avons qualifié une solution technologique qui a été extrêmement touffue. Tout au long de l'année 2017, nous avions qualifié sur le plan technologique la solution. Et depuis 2018, cette solution a été mise à la disposition des plus gros chargeurs du monde. Et actuellement, il y en a quasiment la moitié des 350 chargeurs qui font 30% des revenus des armateurs qui ont commencé à utiliser cette solution pour l'expérimenter. Et les acteurs qui ont commencé à travailler avec nous aujourd'hui sont en train d'affûter les nouveaux process qu'ils vont mettre ou qui vont utiliser ces informations nouvelles qui n'existaient pas auparavant pour créer des nouveaux services et les mettre à la disposition de leurs clients finaux. Voilà un petit peu tout ça, comment c'est en train de se présenter. Et avant tout, c'est des plateformes informatiques. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu beaucoup de monde parler de documents. Mais un document est quelque chose de très verbeux. L'essentiel, est-ce que c'est le document, ou est-ce que ce sont les données qui sont dans ce document? Or, les solutions disruptives que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est des solutions où toutes les données, des données comme vous en avez jamais vu auparavant, seront des données authentiques, signées, certifiées, transmises de manière extrêmement sécurisée, extrêmement confidentielle, pour être mises à la disposition des acteurs qui en ont la responsabilité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je peux vous garantir que le mélange de toutes ces données, c'est lui qui crée de la valeur. Et vous le savez, le plus de données on va avoir de tous les côtés, le plus on va les mélanger pour créer des nouveaux services. Et à ce stade-là, je voudrais m'arrêter juste pour dire que l'Afrique est un continent jeune. Il n'y a pas tout un tas de choses qui viennent du passé pour retarder l'apparition de nouvelles technologies et l'apparition de ces nouvelles applications. Donc moi, je vous invite tout simplement à venir travailler avec nous pour démontrer ou développer des applications qui, justement au niveau de l'Afrique, vont pouvoir vous montrer à quel point vous allez tous en bénéficier. Voilà, merci. Venir travailler avec toi, ça veut dire qu'il faut disposer d'un système de e-collaboration. Je veux dire que ce que tu as négocié avec Géodis, la SNCF, en France, a lieu d'être source d'inspiration pour des mêmes basculements d'un conteneur, d'un mode de transport à l'autre en Afrique. Et là, il faut se connaître pour partager les expériences et consolider. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand je regarde les réalisations du Cameroun, je vois qu'on y est déjà allé au-devant de tes préoccupations, dans la mesure où l'approche par document a été simplifiée. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de données qui a été analysé comme étant commun, réentrant, etc. Et ça, c'est simplificateur. Mais il va falloir continuer dans cette voie-là. Je pense qu'il y a de la collaboration à développer à la fois entre les pays et entre les modes de transport à l'avenir. Et donc, j'ai dit en introduction que l'aspect transport routier était important pour un pays enclavé, dont les marchandises vont traverser d'autres pays. Alors, je vais donner la parole à Thierry Grumiaux et après à Mortala Diop, puisque ce qui va au Mali passe par chez lui. Donc, Thierry, que fait le transport routier pour ça ? Merci Rémi.
Bonjour à tous et très content d'être effectivement parmi vous. Donc je représente la FNTR. Pour la petite histoire, la FNTR c'est l'organisation leader du transport en France, l'organisation professionnelle du transport en France. On représente presque 45% des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle, un peu plus de 5000 adhérents dans le transport routier. Notre ADN est effectivement le transport routier, mais on représente aussi des commissionnaires de transport, des logisticiens. Et pour ma part, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est commission de transport, international, douane, logistique et nouvelles technologies. Il faut du souffle pour dire tout ça. Pour en revenir au transport routier, transport routier, qu'il soit national ou transfrontalier, juste un petit peu pour revenir en arrière, il faut bien comprendre que, à l'instar de IATA, effectivement, on a pris effectivement un peu de retard sur la dématérialisation des documents de transport. Néanmoins, il y a deux initiatives en parallèle, et dont une qui intéresse aussi les pays africains et qui devrait effectivement se déployer. La première, c'est tout le déploiement de la lettre de voiture électronique qui inclut la lettre de voiture nationale et la CMR au niveau international. Vous avez dû en entendre parler. La deuxième, et c'est celle-là qui peut intéresser en tout cas les pays africains dans le cadre des transports transfrontaliers simplifiés, c'est l'utilisation de la convention TIR, TIR pour Transit International Routier. Aujourd'hui, un carnet TIR, ça reste encore un carnet papier. Néanmoins, la FNTR est membre fondateur de l'IRU, qui est l'International Road Union, donc l'équivalent d'IATA au niveau routier, si je peux me permettre. On déploie aujourd'hui avec l'IRU un certain nombre de pilotes et d'un certain nombre de solutions sur ce qu'on appelle le e-TIR. Qu'est-ce que c'est que le e-TIR? C'est tout simplement la possibilité qui est offerte aux participants à la convention TIR de dématérialiser l'ensemble des procédures liées au carnet TIR. Je n'ai pas dit que c'était le carnet TIR qui était dématérialisé, ce sont les procédures. Et ça, bien évidemment, ça a un intérêt. Aujourd'hui, malheureusement, on a très peu de pays africains qui sont membres de cette convention TIR. On a beaucoup de gens qui sont en Afrique intéressés pour rejoindre la convention TIR. Pour n'en citer quelques-uns, on a le Rwanda, je crois, le Soudan, l'Ouganda, le Cameroun fait partie de la convention TIR, l'Afrique du Sud, j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui, la convention TIR, elle couvre 70 pays, il y en a 20 en plus qui sont intéressés, mais aujourd'hui, on est capable, par exemple, dans le cadre du pilote e-TIR, de prendre l'utilisation d'un carnet TIR sous format électronique entre la Turquie et l'Iran. Et ça fonctionne parfaitement. Donc si ça fonctionne entre la Turquie et l'Iran, avec effectivement tous les pays qu'on est obligé de traverser avant d'arriver à la destination finale, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas effectivement avec des pays transfrontaliers en Afrique ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, avec un carnet TIR, on est capable d'aller de France jusqu'au fin fond de la Chine, sans aucun problème, avec un carnet TIR. Alors vous me direz, c'est pas forcément le moyen de transport le plus adéquat, le transport routier pour aller en Chine, mais l'avantage du carnet TIR et du régime TIR, c'est qu'il est applicable aussi au niveau multimodal. On parlait de conteneurs tout à l'heure, on peut très bien aujourd'hui transporter un conteneur en multimodal, que ce soit sur un camion, un bateau, une barge ou un train, avec un seul carnet TIR. Et ça, c'est quand même un gros avantage par rapport à d'autres systèmes de transit qui existent aujourd'hui. À part ça, effectivement, il est important qu'on ait... Alors, juste revenir sur une chose, on parlait effectivement beaucoup de documents. Je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne les données qui sont relatives à la marchandise ou au contenant. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le transport, et notamment dans le transport routier, on est sujet à des contrôles, à la fois sur route, des contrôles douaniers, des contrôles de gendarmerie. Et là, bien évidemment, on a besoin de montrer au corps de contrôle un document, qui soit sous format électronique ou sous format papier. Et c'est là toute la problématique. On ne peut pas encore aujourd'hui, du moins dans l'état d'esprit français et dans certains autres pays, ne considérer que de l'échange de données. On est obligé d'avoir la possibilité à un moment de les réagréger sur un document de transport, ne serait-ce que pour le montrer lors d'un contrôle. Je rappelle juste une chose, c'est que pour la lettre de voiture ou la CMR, l'absence à bord d'un véhicule routier ou le fait qu'elle ne soit pas complètement remplie, c'est passible d'une amende de 1 500 € en France, 1 500 € par document non conforme ou absent, ce qui peut aller chercher très très loin pour les entreprises. Aujourd'hui, ces documents électroniques permettent justement à la fois d'être sûr d'avoir un document, parce que un document papier, on peut le perdre, on peut le déchirer, on peut l'oublier quelque part. Un document électronique, on aura toujours un moyen de toute façon de le récupérer d'une manière ou d'une autre.
En plus de ça, on a la garantie aussi que les informations, et je rejoins effectivement mon collègue de IATA, les informations qui sont inscrites sur ce document électronique, on est sûr qu'elles sont lisibles par tous. Et on est sûr qu'elles correspondent réellement à la réglementation. Encore une fois, je parle beaucoup de réglementation, mais c'est la réalité du transport. Donc on a tout intérêt. Aujourd'hui, il y a un document qui a été publié récemment par le Parlement européen qui reconnaît qu'effectivement, en Europe, on est très en retard en ce qui concerne la dématérialisation et le numérique au niveau des documents de transport. Et c'est quelque chose qui va arriver très très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Pour ne parler que des documents de transport. Mais on est aussi à l'aube d'avoir des véhicules autonomes, on est aussi à l'aube de parler, on en parlait tout à l'heure, entre deux choses, on parle d'ordinateurs quantiques, ça c'est quelque chose qui est plus du domaine du futur, c'est dans 5 ans, 10 ans maximum, c'est rien 5 ans, 10 ans. L'ordinateur quantique, ça va permettre d'avoir une puissance de calcul qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on n'est même pas en capacité d'approcher. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de multiplier toutes ces initiatives en termes d'échange de données, de calcul et de transmission de documents qui malheureusement de toute façon resteront quand même au centre même des débats dans le domaine des transports. On parle de la blockchain ou pas du tout pour l'instant? Oui. On peut en parler? Oui. Ok. Donc effectivement la blockchain, alors il faut déjà savoir de quoi on parle quand on parle de blockchain. Il y a beaucoup de gens qui en parlent mais peu de gens qui savent de quoi on parle réellement. Moi j'ai l'habitude, pour simplifier les choses, de dire que la blockchain c'est un petit peu comme le protocole TCP/PI d'Internet. Quand vous allez sur Internet aujourd'hui, tout le monde se fout de savoir comment ça fonctionne. Par contre ça fonctionne. Le protocole blockchain ou la technologie blockchain, pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'une couche supplémentaire qu'on va mettre sur Internet, mais une couche supplémentaire de sécurité. Pourquoi de sécurité? J'ai l'habitude de présenter ça comme ça pour que vous compreniez bien. Et je vais essayer d'être rapide. Imaginez une famille avec 4 enfants, notamment 4 adolescents, et dans ce cas-là, effectivement, on a toujours un problème avec la corvée de vaisselle. Chacun dit, bah non, moi je l'ai fait, non, tu l'as pas fait, etc. Et un jour, le père de famille, il en a assez. Il prend un tube transparent qui va fixer solidement dans le sol, il ferme le haut du tube, l'ouverture du tube avec 4 cadenas, il donne une clé de chacun des cadenas à chacun de ses enfants et en même temps il leur donne un palette de couleurs. Et le jour de la corvée de vaisselle, les 4 enfants sont réunis autour du tube, avec leurs clés individuelles, ils vont ouvrir les cadenas, donc permettre l'accès à l'intérieur du tube, et celui pour qui c'est la corvée de vaisselle, il va mettre son palette de couleurs à l'intérieur du tube. Et une fois que c'est fait, les 4 enfants vont refermer les 4 cadenas, le tube, etc. La blockchain, c'est ni plus ni moins que ça, mais multiplié à la puissance 10, 100, 1000, ce que vous voulez. Les palettes de couleurs sont les transactions. Et vous comprenez bien que pour qu'on puisse valider la transaction, il faut qu'il y ait un consensus entre les personnes qui ont l'autorisation d'utiliser la blockchain. Donc les 4 enfants, avec les clés de cadenas. Les cadenas, bien évidemment, c'est la notion de sécurisation. Et le tube transparent, c'est la notion de transparence. Parce que c'est vrai que dans la blockchain, on a cette transparence, mais attention, en fonction des types de blockchain, on n'aura pas la même transparence pour tous les types de blockchain. Si on est sur une blockchain publique, on aura une transparence globale. Si on est sur une blockchain privée, on aura essentiellement une transparence pour les gens qui sont autorisés à vérifier et à utiliser et à valider les informations. Ça, c'est les grandes différences qui sont aujourd'hui. Et la blockchain aujourd'hui, elle s'applique dans beaucoup de secteurs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, elle ne répond pas à toutes les problématiques. Elle n'est pas là pour répondre à toutes les problématiques. Par contre, il est clair qu'à partir du moment où vous avez besoin d'automatiser un certain nombre de process, de garantir une sécurisation, d'auditabilité, que vous avez besoin de mettre en place un système de confiance entre des acteurs qui, à la base, ne se font pas confiance. L'exemple type, c'est parler de l'administration française avec les entreprises. Ce n'est pas toujours un gage de confiance. Là, effectivement, à partir du moment où on est sur ce genre de choses qu'on recherche, la blockchain peut y répondre. Après, vous avez des questions, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant qu'administration, à vous poser pour savoir si, oui ou non, vous avez intérêt à aller vers cette technologie. L'avantage aussi de cette technologie, c'est qu'on est en travail collaboratif, et plus on a un écosystème large, et plus c'est intéressant parce que tout le monde peut s'exprimer sur ses besoins. Voilà, en gros. Bien, maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que
le transit puisse s'effectuer à travers les pays pour aller vers les pays enclavés. Donc je me tourne vers Mortala Diop. Quand ça arrive chez toi et que ça va chez Mohamed, comment ça se passe? Merci Rémi. Bonsoir à tous. Je vais me présenter d'abord et présenter notre structure pour mieux comprendre ce que nous faisons. Parce que Gaïndé 2000, donc du Sénégal, est l'opérateur national du guichet unique. Donc c'est vrai qu'on a commencé le débat, mais il y a une notion quand même assez importante de beaucoup de pays africains aujourd'hui. C'est la mise en place des guichets uniques électroniques essentiellement sur les formalités du commerce extérieur, qui vise à raccorder justement tous les intervenants qui délivrent des autorisations ou des certificats en vue du dédouanement des marchandises sur les différents régimes, dont le régime de transit. Je vais commencer peut-être là où on a parlé de la différenciation entre la donnée et le document, et en parlant justement de cette problématique de documents de transport. Et il est clair aujourd'hui que beaucoup de pays, en tout cas, sont confrontés à des réglementations qui existent, qui exigent un document physique. Alors qu'aujourd'hui, justement, l'utilisation des nouvelles technologies permet quand même de dématérialiser l'ensemble de ces documents à travers justement des notifications qui sont comme des autorisations finalement, qui sont plus des statuts pour montrer que justement il y a une conformité entre le document et ce qui est attendu. Et c'est là où nous avons essayé depuis 2004 que le guichet unique du Sénégal existe, justement d'aller vers cette évolution-là entre les documents physiques et aller vers une logique justement de dématérialisation de ces documents, en donnant la possibilité justement ce qu'on appelle un document qui est nativement électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie physique du papier, puisque le papier est délivré automatiquement par une administration qui est connectée et qui délivre donc un document qui a justement une vie électronique. Et ça me permet également d'ailleurs de contredire un intervenant tout à l'heure qui disait qu'il n'y avait pas d'autorité de certification en Afrique. Et ça me permet de le contredire parce que Gaïndé 2000 est une autorité de certification qui est reconnue au niveau du Sénégal et qui délivre l'ensemble des identifiants électroniques qui sont utilisés pour signer les documents du commerce extérieur au Sénégal et même d'autres documents qui sont des documents bancaires. Donc c'est pour dire seulement qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions en Afrique sur ce sujet. Et donc pour parler de la problématique de transport et donc d'où la question de l'interconnexion, j'étais dans une réunion il n'y a pas très longtemps justement où il y avait toute la problématique de l'optimisation de la chaîne de transport entre le Sénégal et le Mali. Et donc il s'agissait essentiellement de voir comment aujourd'hui on pouvait accélérer mais tout en sécurisant le transport des marchandises qui arrivent au port de Dakar pour aller au Mali, mais en essayant d'utiliser donc une chaîne électronique qui permet de sécuriser non seulement les documents, mais qui permet également de pouvoir anticiper sur les déclarations en douane au Mali, puisque une déclaration de transit devient une déclaration d'importation au Mali. Et donc, en fait, c'était toute la réflexion qui visait à pouvoir dire, ben, finalement, il fallait intégrer, en tout cas, le système malien comme étant un acteur, une continuation du guichet unique du Sénégal. C'est-à-dire que toutes les informations qui rentrent au Sénégal et déclarées permettre d'exister sous une forme électronique qui puisse être justement interopérable avec le système malien de façon à pouvoir l'intégrer sous forme de données comme étant en fait justement une déclaration au Mali. Et on a beaucoup parlé de IATA tout à l'heure. C'est vrai qu'on est obligé à chaque fois de nous réajuster, mais il est important justement de prendre en charge une problématique justement sur la logistique. Ce sont les données du manifeste, puisque justement de plus en plus, il y a des exigences d'envoyer les données anticipées du manifeste. Et c'est là où nous avons effectivement une plateforme qui permet justement de donner une vue aux Maliens, en tout cas à la douane malienne, de pouvoir accéder à la plateforme sénégalaise pour consulter justement les données de manifeste à destination Bamako. Et ça, c'est justement un exemple concret, en tout cas de chaîne d'interconnexion sur le plan informatique. Ensuite, l'autre point, en parlant du tir tout à l'heure, il y a quand même des initiatives d'innovation que nous essayons de faire au niveau du Sénégal pour justement le corridor Dakar-Bamako. Et il s'agit de voir justement comment
donner la possibilité sur le contrôle sur le corridor, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment aujourd'hui un camion qui se fait arrêter a la possibilité de prouver que la cargaison est conforme sans présenter de documents. Et donc, nous essayons, et on a un projet d'ailleurs qui doit être opérationnel en 2019, qui vise à essayer de traduire en fait un certain nombre d'informations critiques du document sous une forme de QR code. Et donc, qui est une information qui accompagne finalement la cargaison et qui donne la possibilité justement d'équiper les agences de contrôle sur le corridor de lecteurs de QR et qui permet, au moins lorsqu'on contrôle le camion, en ayant la possibilité par une douchette ou même les téléphones aujourd'hui, de scanner le QR code qui donne un minimum d'informations, puisque le contenu est limité, mais qui donne de l'information qui permet en tout cas de confirmer que la cargaison est conforme. Maintenant, l'agent, que ce soit la police gendarmerie, a la possibilité, justement en un clic, de se connecter à la plateforme maintenant qui donne la possibilité d'afficher le document si on voulait l'afficher et donc qui permet aujourd'hui de ne pas forcément faire accompagner en tout cas d'une rematérialisation de ces documents parce que notre plateforme intègre déjà le fait que le document il existe que sous une forme électronique mais si on veut l'imprimer on est obligé de le rematérialiser et c'est ce que nous essayons d'éviter. Maintenant ce qui est aussi nécessaire de souligner ici c'est que le fait que nous soyons non seulement éditeurs de logiciels mais opérateurs de plateforme nous permet quand même de vivre les difficultés au quotidien. Parce que il est évident que construire une solution informatique, c'est facile, mais la faire utiliser par des gens qui ont un mode de fonctionnement qui date d'un héritage n'est pas forcément facile. Et c'est là où nous essayons quand même, nous, à travers notre organisation, de pouvoir accompagner quand même par la conduite du changement l'ensemble de ces structures de contrôle qui ont souvent un mode de fonctionnement parce qu'on leur a expliqué que c'est ça la procédure et donc souvent le douanier va vous dire il est où le document alors qu'il faut justement qu'il puisse lui-même avoir en tout cas confiance en ces plateformes-là. Maintenant je ferai un clin d'œil également à mon voisin de droite puisque nous sommes également membres de cette alliance-là et donc lorsqu'il a parlé de projet d'interopérabilité tout à l'heure, c'est justement nous avons initié également un certain nombre de projets d'échange de documents électroniques à travers donc, un certain nombre de plateformes, comme les certificats d'origine électronique qui permettent justement de pouvoir avoir la reconnaissance de ces documents-là d'un pays à l'autre. Et nous avons vu justement que certaines des difficultés, c'était la réglementation, puisque dans ces cas-là, les certificats d'origine étaient sous un encadrement de l'UMOA, dans le cas en tout cas de ces certificats-là. Et donc il est important aujourd'hui qu'il y ait une évolution dans cette réglementation-là qui permette d'avoir cette reconnaissance mutuelle de certificats d'origine à partir du moment où il arrive donc dans un pays de destination et que ce pays-là, par les mécanismes que j'ai expliqués tout à l'heure, ait la possibilité également de vérifier par une plateforme de confiance que le certificat d'origine est authentique. Donc qui sont quand même, je pense, énormément d'innovations qui sont peut-être pas forcément des problématiques des pays européens, mais nous avons essayé de réfléchir, en tout cas depuis des années, pour voir comment, à travers les contextes et les problématiques que nous avons en Afrique, de pouvoir trouver des solutions qui sont les plus adaptées à nos contextes et nos environnements. Donc c'est essentiellement ce que je voulais dire, en tout cas sur ces aspects-là. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, sur ce thème-là, nous parlons essentiellement de la logistique et du transport, mais nous avons essayé également de compléter par des solutions comme les moyens de paiement électronique, parce qu'on se rend compte que finalement, rien ne bouge si ça n'a pas été payé. Et à partir de ce moment-là, essayer d'intégrer justement toute la problématique financière de collecte, en mettant en œuvre justement des moyens de paiement électronique qui permettent au moins de ne pas faire attendre la marchandise s'il s'agit justement d'aller faire un paiement physique. Voilà, je vous remercie. J'espère que dans ce bouclage par le paiement, vous songerez à de nouveaux paiements, de nouveaux instruments financiers sur lesquels les banques travaillent. Je reviendrai tout à l'heure vers Isidore pour parler de la CEMAC. Mais avant cela, je vais demander à Mohamed Diawara
de dire s'il est satisfait de la façon dont les choses se présentent pour un projet qui est déjà commencé, pour lesquels il est en responsabilité suite à des décisions du gouvernement, mais pour lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Bonsoir tout le monde. Comme on dit chez nous, on appelle un pêcheur à venir pêcher dans un fleuve où il n'y a pas de poissons. Effectivement, mes deux prédécesseurs, Gaïndé et Isidore, ont déjà, dans le cadre de la transformation digitale de la chaîne d'approvisionnement, ont déjà réussi à faire les choses. Mais je pense qu'il y a une dimension à ne pas négliger dans le cadre de la transformation digitale en Afrique, c'est le contexte local. Pour parler de ma propre expérience, je suis une SS2I, une société d'ingénierie logicielle, qui a eu l'honneur de répondre à une consultation de la BAT. Et d'ailleurs, j'ai été beaucoup soutenu dans cette réponse par Gaïndé 2000, que je remercie de passage. Et la problématique, c'est ce que je disais ce matin, on a pris le projet par la fin, en fait. La fin, parce qu'un projet de dématérialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un changement de comportement, un changement de façon de faire. Donc, il y a une résistance au changement. Une résistance pour des facteurs endogènes, mais aussi une résistance à la peur d'aller vers un nouveau environnement virtuel que nous ne connaissons pas. Et je pense que ça a été l'erreur, ça a été la première chose que nous avons capitalisée. Et nous nous sommes reposé la question à la fin de ce projet que pour moi, jusque-là, la plateforme, elle est là, elle n'est pas utilisée. Donc, on s'est posé la question pourquoi. Et le pourquoi, c'était de définir l'ancrage institutionnel depuis le départ du projet. Un projet de transformation, il faut que ça soit, dans un premier temps, inclusif. Donc, il faut l'implication des parties prenantes. Il faut que le projet, chaque partie prenante s'approprie d'abord le projet avant d'aller dans une transformation digitale. Et c'est vraiment l'expérience malheureuse qu'on a tirée de ce projet. Mais à partir de là, nous nous sommes reposé la question, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que si vous regardez le commerce au Mali, c'est détenu 80% par l'informel. Et l'informel qui part de l'informel, ça veut dire qu'il y a une intention de ne pas tout montrer, il n'y a pas de transparence justement. Et cette transparence, quand elle manque dans un environnement virtuel, on le sent tout de suite. Et c'est là où nous avons commencé à sentir les freins des différents acteurs. Donc ça, c'est la problématique, en tout cas, du retour d'expérience de ce projet. Mais nous n'avons pas lâché, en tout cas, nous ne sommes pas découragés. À la date d'aujourd'hui, le projet est à un autre niveau, au niveau de l'administration, parce qu'on ne peut pas rester en marge de cette transformation digitale. Mortala vient d'en parler tout à l'heure. Le Mali, le corridor le plus fréquenté aujourd'hui, c'est le Mali et le Sénégal, c'est 36 000 transports de conteneurs par an. Donc, ce qui représente déjà en fait des recettes très importantes pour le Mali. Et la particularité, c'est qu'au Mali, la fiscalité à l'entrée, c'est-à-dire au niveau de la douane, contribue plus à l'assiette fiscale que la fiscalité d'intérieur. Donc nous sommes conscients aujourd'hui qu'on ne peut pas rester en marge de cette transformation digitale, qu'on est obligé de faire le saut, déjà pour améliorer nos recettes, mais aussi pour améliorer le climat des affaires. Parce que tout cela, en fait, le plus important, c'est la simplification des procédures pour qu'il y ait d'abord la transparence au niveau des recettes, mais aussi la réduction des coûts au niveau des denrées alimentaires, si ça concerne le transport des matières premières aussi. La particularité du Mali, vous l'avez touché en filigrane, c'est que le Mali est un pays enclavé. Nous n'avons pas l'accès au port, donc ce qui fait que nous avons un système de transport multimodal. Donc, il faut d'abord que le conteneur arrive dans un port d'accueil, qui est soit le Sénégal, le Mali a 8 corridors. Après, il faut l'acheminer soit par train
ou soit par transport. Hein, et dans le cadre de ce transport, il y a ce qu'on appelle le transport régional le transport interrégional. Donc quand une marchandise doit traverser un territoire pour aller sur un autre territoire, à un moment donné, il y a beaucoup de difficultés. Je prends un exemple concret récemment, c'est le cas du Mali et le Sénégal, où on s'est rendu compte que les commerçants, en fait, achetaient la destination finale du conteneur, c'est le Mali, mais il y avait un risque de déversement sur le marché sénégalais. Donc, il y a des pertes de recettes pour l'État malien, mais aussi il y a des pertes de recettes pour l'État sénégalais. Donc, à partir de là, donc, ça a été un mal qu'il fallait résoudre. On utilise des conteneurs intelligents. Voilà, donc, ce que je veux dire dans le problème de changement et de transformation digitale, tant qu'il y a un problème, c'est comme un médecin et un malade. Tant qu'il y a une maladie ou tant qu'on sent la douleur, on va voir le médecin. Aujourd'hui, il faut d'abord le déclic des deux douanes qui ont refusé de s'interconnecter depuis des années. Lorsqu'ils ont été confrontés à des problèmes de recettes, ils sont passés à la phase de digitalisation. Donc, je pense que ça va être la même chose au niveau des usagers. Les usagers, ce que je qualifie d'usagers, c'est nos transporteurs. Le transporteur, il est à la recherche de la réduction du coût. Si la dématérialisation lui permet de réduire le coût d'importation, il va aller tout de suite. Donc, pour moi, la question de la dématérialisation, en tout cas l'expérience qu'on a connue au Mali jusque-là, il y a d'abord le problème il y a la conduite du changement. Il y a un volet de sensibilisation et je pense que Jane nous avait dit depuis à l'époque quand on a visité Gaindé, tant qu'on ne règle pas en amont le problème de sensibilisation des utilisateurs, on ne peut pas réussir un problème de dématérialisation. Et les technologies, ça existe partout. Le problème de la dématérialisation des chaînes d'approvisionnement en Afrique n'est pas un problème technologique. C'est un problème d'abord de recettes. Donc il faut changer de chapitre en parlant de la dématérialisation de la chaîne de valeur. Parce que si le problème, le sujet est évoqué avec une dimension de transformation digitale ou de modernité, il y a de très fortes chances qu'on échoue au départ. Donc il faut savoir, depuis le départ, qu'est-ce qui intéresse d'abord les différentes parties prenantes et quel est l'intérêt de chaque partie prenante. Aujourd'hui, les chargeurs ont été les premiers à relancer ce projet parce qu'ils ont compris que c'est un facteur de réduction de coûts pour eux. Et la deuxième chose, c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la collaboration. Aujourd'hui, on a fait le corridor Mali-Sénégal pour revenir là-dessus. Le temps de passage d'un camion au niveau entre la frontière sénégalaise et malienne, souvent c'est plus de 8 heures. Donc c'est un coût pour le transporteur, parce que le chauffeur, il faut qu'il mange. Le délai d'attente, c'est qu'il y a une insuffisance de stock qui va se constater à un moment donné. Donc les problématiques étaient identifiées par les transporteurs eux-mêmes qui ont pris maintenant le problème à bras le corps pour saisir le Premier ministre sur la problématique. Donc c'est pour vous dire tout simplement que aujourd'hui, aller vers un projet de transformation digitale de la chaîne de commerce extérieur sans mettre en exergue l'intérêt des différentes parties prenantes, c'est déjà voué à l'échec. Donc je m'arrête là. Non, mais tu as eu parfaitement raison de soulever ce point. Il est très très bien appréhendé dans le rapport d'étape qui a été fait par l'UNESCAP, qui a remis un rapport au mois de juin de cette année, où on voit également comment la facilitation, qui est un préalable à la numérisation, a été plus ou moins bien réglée. Et là, il y a des diagrammes qui illustrent très bien sur ce sujet. Mais le problème se pose également au niveau de la CEMAC. Là, nous avons parlé de l'UEMOA. Est-ce que vous pouvez nous dire, entre le Cameroun et le Tchad, par exemple, comment est-ce que vous facilitez la tâche de ce pays voisin et ami? Merci Rémi. Je pense qu'effectivement, le Cameroun est un pays de transit, hein, parce que
les pays, le Tchad, la République centrafricaine sont des pays enclavés et tout ce qui va dans ces destinations passe nécessairement par le Cameroun. Alors la difficulté en fait à laquelle on est confronté, c'est que tous ces pays ne sont pas au même niveau. Autant le Cameroun effectivement s'est engagé dans ce processus de facilitation, de dématérialisation des procédures, autant nos pays voisins ont effectivement du mal à s'arrimer. Alors, une des missions, un des objectifs que nous nous sommes fixés en tant que guichet unique évidemment du Cameroun, c'est d'aider ces pays ou de les entraîner, de les amener à se mettre également à niveau. Parce que tout ce qui se fait au niveau de la place portuaire de Douala notamment, bénéficie forcément à ces pays. Mais pour cela, pour que les bénéfices soient encore plus évidents, il faut que tout le monde se mette à niveau. Donc il y a véritablement un travail qui est en train d'être fait. Nous avons fait récemment une mission dans ces pays où effectivement nous avons partagé notre expérience et je pense qu'aujourd'hui les engagements qui ont été pris font qu'on laisse espérer que très prochainement il y aura cette mise à niveau, en tout cas cette prise de conscience. Mais oui. Parce que je vois que M. Pechnard n'avait pas, tout à fait. Peut-être un train. Donc, on va lui passer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, le problème est pris en charge. Paul Pechnard va traiter d'un point très très important, c'est que toutes ces installations, toutes ces numérisations se mettent en place, mais on est largement dans une situation de sous-optimum. On l'a vu à travers l'idée d'une approche par des documents, c'est un sous-optimum. Et par conséquent, en même temps qu'on fait ces choses-là, il faut aller vers l'optimisation. Alors il y a des choses fantastiques qui se font. Par exemple, le port de Singapour est en train de développer son jumeau numérique pour faire de la modélisation et pour avoir quelque chose qui soit infiniment plus performant au niveau du terminal portuaire. Alors, Dassault Systèmes, dans ce domaine, que faites-vous et comment pouvez-vous aider toutes ces opérations ? Bien, bonjour. Donc effectivement, les deux mots importants dans notre cas, c'est jumeaux numériques, puisque Dassault Systèmes, depuis très longtemps, fait des jumeaux numériques de produits pour pouvoir les tester, les concevoir, bien entendu, les tester, les évaluer en virtuel avant de pouvoir passer au monde réel. Donc on a un service qui s'appelle Territoire et Ville qui travaille sur tout ce qui est la création de jumeaux numériques opérables de territoire. Et bien entendu, ça s'applique aussi au monde aéroportuaire et au monde portuaire. Donc l'idée, on a parlé de dématérialisation, on a parlé de données, on a parlé de documents électroniques. On dirait dans notre cas, c'est le digital qui va être vraiment le mot important, dans le sens où c'est pas seulement qu'on a des documents qui sont informatiques, mais qu'on a toute la sémantique de ces documents qui est extraite et qui peut permettre de faire des recherches intelligentes dans des masses de documents très importants. Donc le jumeau numérique prend tout en compte. Là, évidemment, je parle d'une vision, pas de quelque chose qui est encore opérationnel. Et on peut travailler aussi bien sur la planification de la plateforme portuaire, où on a donc les espaces de stockage, où on a les arrivées et les départs des bateaux, les chargements, les déchargements, tout l'aspect multimodal entre les bateaux, les trains, les véhicules et tous les dispositifs. On peut aller évidemment beaucoup plus loin dans la digitalisation. On a parlé tout à l'heure des conteneurs intelligents, donc utiliser ces conteneurs intelligents et aller jusqu'à l'opérateur qui peut scanner les conteneurs et qui, comme ça, permet d'avoir une vision à 360 degrés de toute l'information et d'avoir une continuité digitale du plus petit élément jusqu'à une vision plus globale. On sait qu'un port ne fonctionne que par rapport aux autres ports auxquels il est connecté. Donc on peut aller très très loin jusqu'à avoir un système, on va dire, mondial sur les ports.
Donc voilà, c'est le cadre global dans lequel nous travaillons. Et ce dont je vous parle a déjà été, enfin, est déjà en œuvre dans des grosses entreprises mondiales, bon, entre autres pour tout ce qui est conception, fabrication des avions, des voitures et des appareils électroniques. Voilà donc ma contribution. Et je suis désolé, mais je vais être obligé de vous quitter parce que je suis très... Si vous avez une obligation, vous voulez quitter notre table ronde, faites-le. Et nous en remercions beaucoup. Et nous nous reverrons de toute façon. Bien, donc le moment de conclure approche, mais je pense que il serait vraiment très très utile. Il est très utile pour les pays africains de travailler entre eux, c'est une évidence. Et ça nous est montré par les interventions de Isidore Biya, aussi bien en tant que gestionnaire du guichet unique en relation avec les pays qui sont voisins du Cameroun, que dans son activité au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Ceci dit, cette concertation est importante. Je sais que l'exemple de la réunion guichet unique qui s'est tenue récemment à Casablanca l'a montré. La concertation se fait également avec les pays d'Asie. Il y avait en particulier Alicia Sey qui, depuis de nombreuses années, avec un certain nombre de partenaires, a défini une interopérabilité des gestions de signatures électroniques, a défini les règles, les aspects juridiques du fonctionnement du commerce électronique qui sont acceptés par l'ensemble des partenants à la Pan-Asian Alliance, et puis également un jeu de données qui est commun à toute cette Pan-Asiance. Il est indispensable que je parle aussi du travail qui a été fait par les 3 pays asiatiques que sont la Chine, la Corée et le Japon, depuis 7 ans. Ils ont voulu que les informations soient fluides entre les 3 pays, quel que soit le mode de transport, et particulièrement sur la gestion des conteneurs. Alors là, je pense qu'il faut que les informations s'échangent davantage. Il faut que dans l'océan Atlantique, il y ait de la concertation comme il y en a dans l'océan Pacifique. Or, elle n'est pas institutionnalisée, elle est inexistante. Et d'autre part, j'appelle de mes vœux, mais ces vœux ne seront exaucés que si les partenaires africains se saisissent de ce problème, qu'on crée une alliance francophone pour le commerce électronique. Quelle serait la raison d'être de cette alliance francophone? Eh bien, de se frotter à des francophones qui font des choses magnifiques, mais qui les font dans un contexte qui est totalement différent. Par exemple, le Canada fait un travail, une construction de son guichet unique, et il le fait en concertation avec son partenaire américain, les États-Unis. Bon. Donc là, il y a des choses qui ont été faites, qui assurent une certaine interopérabilité, mais quid de l'interopérabilité de ces guichets uniques avec des guichets uniques européens? Je rappelle qu'il y a un traité entre le Canada et l'Europe. Traduisons dans les faits numériques les conséquences de ce traité. Et puis également, il y aurait un avantage évident à ce que des francophones nord-américains discutent avec des francophones africains pour échanger leurs vues, leurs méthodes, leurs astuces, et traiter de problèmes très très importants, documents ou pas documents. Où en sont-ils? Que font-ils? De la même façon, il y a une forte dynamique en Asie du Sud-Est, et il y a des pays qui font partie de la francophonie, même si on n'y parle plus trop français. C'est le Vietnam, le Cambodge, le Laos, encore qu'on y parle encore beaucoup français. Et de toute façon, ce serait intéressant de confronter avec ces pays-là. Et puis, bien entendu, je parlais du travail fait par les 3 pays asiatiques. C'est ça qui est le socle du déploiement de la route de la soie. Et la route de la soie, ça concerne tout le monde. Le Maroc
Le roi Mohamed VI a signé un accord avec Xi Jinping. C'est dommage que Jalal Ben Aloul ne soit pas là pour nous dire comment cet accord va entrer dans les faits. La route de la soie, c'est à la fois des infrastructures et les systèmes d'information. Les infrastructures, c'est plus long, ce sont des investissements, il y en a des très importants qui sont faits. Le système d'information, il est prêt. Et contrairement à des choses fausses qui sont dites à ce sujet-là, il est conforme à des standards internationaux. Voilà. Donc, Isidore, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces échanges entre pays francophones. Ça fera beaucoup de bien à la France de porter ce message au niveau de l'Europe. Par-dessus le marché, elle a un voisin francophone qui s'appelle la Belgique, qui, en matière de gestion portuaire, dans le cadre des grands ports, a fait quelque chose dont j'aurais souhaité qu'on parle aujourd'hui à cette table ronde, c'est time mining, c'est une approche blockchain. Il y a beaucoup à dire sur la blockchain, il faudra qu'on en parle à l'avenir, parce que ce n'est pas forcément incontournable, il y a des contextes dans lesquels ce n'est pas utilisable. Et est-ce que vous avez des mots de conclusion les uns et les autres? Isidore, d'abord, vous avez le privilège. Merci. Ben, effectivement, je crois que nous travaillons ensemble pour pouvoir travailler avec le reste du monde. Je parle de l'Alliance, bien entendu. Je crois que l'exemple du Sénégal, des actions qui sont menées au Sénégal, a montré un peu de quelle manière nous fonctionnons, comment nous travaillons, nous échangeons d'expériences pour pouvoir d'abord être solidaires, mais ensuite, effectivement, nous tourner vers le reste du monde, en tenant compte des exemples que vous avez cités. Je pense que toutes les interventions que j'ai très pertinentes, que j'ai trouvées très pertinentes, mettent en exergue en fait le rôle des guichets uniques. Qu'il s'agisse du tir, de conteneurs intelligents, ce sont là des plateformes qui sont appelées à communiquer, à s'interfacer avec les plateformes mises en place par les guichets uniques. Donc je pense que là c'est quelque chose de très très important et les contacts que nous prenons dans ce genre d'occasion permettent effectivement de travailler dans ce sens. Donc je pense que pour moi ces rencontres sont très très importantes, très instructives, mais qui permettent de manière très concrète à transformer un certain nombre de choses. C'est vrai que nous échangeons, mais ce qui est important pour nous, en tout cas pour nous opérateurs de guichets uniques, c'est de mettre en application tout ce que nous découvrons au fur et à mesure, parce que ça va tellement vite que nous souhaitons effectivement que l'Afrique ne soit pas en marge de toute cette évolution très 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 importante. Voilà. Merci. Je donne la parole à Michel, qui lui aussi a une contrainte de train. Est-ce que tu peux conclure? Nous savons maintenant que l'ensemble des transporteurs maritimes, en tout cas les 6 ou 7 plus importants, sont d'accord pour utiliser ce conteneur intelligent. Donc tout ceci va avoir des conséquences. Comment est-ce que cela peut être mis à profit en relation avec les pays africains et bien entendu ceux dont j'ai parlé également, les pays francophones et puis aussi ceux qui ne sont pas francophones? La digitalisation d'aujourd'hui, comme on vient de le dire, n'est plus juste des échanges de données. La digitalisation d'aujourd'hui repose sur l'Internet des objets, elle repose sur l'intelligence artificielle, elle repose sur les représentations des flux physiques désormais dans nos systèmes d'information. Cette représentation va changer énormément de choses. Et cette représentation qui est en marche aujourd'hui est tellement nouvelle que c'est une opportunité pour l'Afrique. C'est une opportunité de l'épouser tout de suite pour développer en Afrique des applications qui vous sont propres, qui correspondent à ceux dont vous avez besoin en Afrique. Et je crois que c'est une donnée énorme. Et puis naturellement, tout ça, ça pousse tout le monde à travailler avec tout le monde parce que c'est tout neuf et c'est inévitable. Merci. D'autres veulent conclure? Alors juste sur la convention TIR dont a parlé Thierry, il y a une convention TRIE, je présume qu'elle est influencée par la convention internationale TIR. C'est une variante régionale. Donc il y a... Oui, non, mais ce que je disais tout à l'heure sur la convention TIR, c'est qu'il y avait encore beaucoup de pays malheureusement africains qui n'ont pas adhéré à cette convention TIR ou qui n'ont pas d'équivalent de la convention TIR.
ce qui effectivement limite un petit peu comme un peu le protocole SAMR. Non, juste pour conclure, je voulais dire que il faut bien comprendre qu'avec cette révolution numérique qu'on est tous en train de vivre dans le monde, pas qu'en France, pas qu'en Europe, pas qu'en Afrique, on est tous en train de vivre une véritable révolution numérique. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans les habitudes de travail, les habitudes de management, tout ce qu'on connaît dans les entreprises, c'est quelque chose il va falloir totalement l'oublier pour repartir sur d'autres bases. On va être sur quelque chose de totalement nouveau, on va être sur du partage d'informations, on va être sur de la collaboration, du travail en concertation les uns avec les autres, comme on n'en a jamais fait. Ou à un point en tout cas qu'on n'a jamais même imaginé. Et c'est là justement tout l'intérêt, c'est que aujourd'hui, grâce au numérique, et je dis bien grâce au numérique, on va pouvoir retravailler ensemble, réellement pas ensemble et pas les uns contre les autres. Et c'est tout l'intérêt effectivement de toute cette révolution numérique, qu'on l'appelle IoT, Big Data, Blockchain, etc., etc. Tout ça, ça va concourir au fait qu'on va recommencer à réellement se parler et à travailler ensemble, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. On ne pourra le faire que si on est effectivement tous ensemble autour d'une même table. Alors, voilà, donc j'ai fait 2 commentaires. On a entendu tout à l'heure qu'effectivement la technologie n'est pas le problème. Je pense qu'on arrive à un point où la technologie peut porter des réponses aux problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc ça va plus loin, que ce n'est pas un problème, c'est une solution qui va s'imposer. Le deuxième commentaire, c'est que je pense nous tous, on a vécu dans une ère avec papier. Mais nos enfants, ils ne comprendront pas. Je pense que nos enfants, ils ne comprennent pas pourquoi il y a du papier, pourquoi il n'y a pas tout sur WhatsApp ou Facebook ou je ne sais pas quoi. Et je suis convaincu que cette génération qui se prépare aujourd'hui, qui vont à l'université aujourd'hui ou dans 10 ans, ils vont tout refaire. Si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, ça serait fait en 10 ans, c'est garanti. Donc on va essayer d'accélérer et entre-temps, ça va se faire, c'est sûr. Bon, peut-être que je vais dire quelque chose également pour conclure, mais en parlant de l'Alliance francophone dont vous avez parlé, c'est pour dire seulement que nous avons déjà commencé quand même un certain nombre d'initiatives avec des entreprises françaises pour essayer justement d'anticiper sur leurs documents électroniques qui doivent venir au Sénégal. Et nous avons essayé justement de mettre en place, en tout cas, toute une logique justement de réception de ces documents électroniques, en essayant justement de pouvoir les faire valider électroniquement par nos plateformes et pouvoir les intégrer justement dans les déclarations à faire en douane, compte tenu de notre position justement stratégique en tant qu'opérateur du guichet unique national. C'est pour dire seulement que ce sont des initiatives que nous avons fait avec la France, nous essayons de le faire avec des pays asiatiques également, pour essayer justement de favoriser cette dynamique d'échange de documents électroniques. Et je terminerai par dire que j'ai un petit kiosque là en bas, avec beaucoup de documents. Ça me permettra de me décharger de tous ces documents-là. Si vous voulez, vous passez, je vais vous en faire un petit cadeau à chacun avant de partir. Merci. Alors moi je vais quand même conclure par la problématique des pays enclavés. C'est pour ça jusqu'à présent je ne vois pas d'initiative, en tout cas d'un guichet unique d'un pays enclavé comme le Mali. Mais l'expérience, ou en tout cas le retour d'expérience qu'on a connu sur l'échec en fait la tentative de mise en place du premier guichet unique, en fait est révélateur. Est révélateur pourquoi? Parce que ça nous a permis de remettre les acteurs à leur place. On ne peut rien faire sans les transporteurs. Je pense que c'est le début de la chaîne qu'il faut ramener au cœur de toute la transformation digitale. Et heureusement, malheureusement, en fait, en Afrique de l'Ouest, c'est l'informel qui domine. Donc, la problématique de la transparence, d'abord, il faut réussir à résoudre, mais aussi la problématique de convergence des intérêts des différents acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, mais aussi il y a le dépotage, parce que ça, c'est une particularité aussi en Afrique. C'est plusieurs opérateurs qui se mettent ensemble pour transporter un conteneur. Donc, arrivé à un moment, qui est responsable du conteneur?
Cette problématique aussi, il faut savoir la résoudre, parce qu'au niveau du transport, c'est simple, mais au niveau, en tout cas, voilà, au niveau des transports maritimes, c'est très complexe à gérer. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Je forme un petit regret, c'est que cette salle n'ait pas été plus remplie. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ceux qui usent et abusent du micro et débordent de leur temps, parce que ça porte préjudice aux suivants. Je pense que si on renouvelle cette table ronde l'an prochain, et je pense que ce sera important, il faudra s'y prendre 4, 5, 6 mois à l'avance pour qu'on ne nous objecte pas qu'il y a une réunion à la CNUSED ou qu'il y a une réunion entre le port de Anvers et le port de Hong Kong, et que, par conséquent, les gens soient à cette table ronde l'an prochain avec les représentants des plus grands ports qui n'ont pas lieu de vouloir subjuguer les ports de moyenne importance. L'avantage du numérique, c'est qu'il peut s'exécuter à l'identique dans un grand port comme dans un port de moindre importance. Dès l'instant où les processus sont bien analysés, ils peuvent s'exécuter dans des environnements plus ou moins grands. Donc il nous faudra les représentants des grands ports, mais qui ne viennent pas ici avec une idée impérialiste et de cantonner les autres ports au short shipping, comme on dit. Deuxièmement, il nous faudra les banques. Alors en ce qui concerne les banques, j'ai eu tout à l'heure un appel venant de Bruxelles, et je peux vous dire que cet appel était... j'ai mis du temps à remonter dans la hiérarchie pour tomber sur la bonne personne, mais cette fois-ci, elle est dans mon portable, et l'année prochaine, il sera là. Et là, je fais cette table ronde uniquement, si ce n'est pas la dernière table ronde, le vendredi, avant que tout le monde s'en aille. C'était... Quelques informations pratiques au sujet de la soirée de ce soir avec Mamadou. Voilà. Merci à tous. Il y aura donc une navette qui partirait d'ici pour nos invités étrangers, pour les amener directement au pavillon Dauphine pour le dîner de gala, s'ils sont là. Donc ça partira, je pense, dans une demi-heure maximum d'ici pour les amener au dîner de gala. Je dis pour ceux qui n'ont pas encore inscrit, donc je pense qu'il n'y a plus de place. Malheureusement, donc toutes les 200 places qui étaient prévues pour la soirée sont déjà pourvues et il n'y a pas de place supplémentaire. Alors, donc une information importante également pour votre gouverne, on est dans la salle où il y a eu la première projection de film au monde, ici où on est. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont partis sans le savoir. Et deuxième chose importante, je pense qu'il y a eu, je ne sais plus c'était quoi son prénom, mais Montgolfier. C'était une innovation au XVIIIe siècle. La première innovation concernant donc, la montgolfière s'est tenue ici même. Il y avait des jardins à l'époque et ça s'est tenu ici même au XVIIIe siècle. Donc nous sommes dans un lieu d'innovation et je pense qu'on peut profiter de cela. Merci à tous. Donc on aura le plaisir de partager les conclusions de ces assises à travers le site de CIO Mag. Vous aurez les images, vous aurez les présentations et effectivement on vous donne rendez-vous l'année prochaine, plus nombreux, ici même à Paris, pour la 8e édition des Assises de la transformation digitale. Merci à tous et bon retour.